Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. L'édition, on est le 16 mars 2021. Jeff Morancy qui est là avec vous encore une fois ce soir. Et cette semaine, je regardais ça, bon an, mal an, ça va bien le podcast Soccer BBN. On va atteindre cette semaine le 200e épisode déjà de ce podcast-là. Donc, ça va bien, ça va vite. Je veux prendre le temps donc de remercier nos fidèles auditeurs, nos fidèles auditrices qui sont avec nous depuis le début de cette aventure-là. C'est pour vous autres qu'on le fait. C'est pour vous autres qu'on le fait. Alors, merci énormément. Pour le sujet de ce soir, jeudi, le 11 mars dernier, Canada Soccer annonçait que le Toronto FC était confirmé parmi les 16 formations qui seront du tournoi de la Ligue des champions de la CONCACAF 2021. Tournoi qui prendra son envol le 6 avril prochain, alors que TFC affrontera donc Léon en 8e de finale les 7 et 14 avril prochain. Décision qui peut faire du sens, peut ne pas faire de sens, dépendamment comment vous le prenez. Et je partage à l'instant sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou encore YouTube. Je vais partager un article qui a été produit aujourd'hui par Herb Zurkowski, qui est à la Gazette Montréal et qui couvre énormément donc les activités du CF Montréal. Je pense qu'il a démontré que Kevin Gilmore avait une certaine frustration par la façon dont Canada Soccer gère le dossier du championnat canadien. Et pour moi, c'est un scandale. Pour moi, c'est quelque chose qu'on ne discute pas assez dans les médias sportifs au Québec présentement. Et ça fait ni queue ni tête que le Toronto FC soit légitimement, finalement, les représentants canadiens dans cette Ligue des champions de la CONCACAF. Et la crédibilité de la CONCACAF, elle est en jeu dans ce dossier-là parce que ceux qui suivent de près ou de loin les activités du CF Montréal savent très bien qu'il y a une expression très en vogue qui dit qu'on s'est fait CONCACAFer. Donc, chaque fois qu'on se fait avoir, c'est un peu le running gag. Et la CONCACAF, donc, présente la Ligue des champions et ce n'est pas la Ligue des finalistes. Du côté des États-Unis, on a Atlanta United qui sera représentant malgré une saison de misère, malgré une saison où ils ont connu énormément de difficultés. C'est eux qui seront les représentants pour la bonne, simple et unique raison qu'ils sont les champions défendants du titre et que depuis, on n'a pas élu d'autres champions. Et là, il y en a qui vont dire, Jeff, tu tranches du côté du CF Montréal. CF Montréal a perdu. Il faut comprendre une chose, c'est qu'il reste un match dans le tournoi. Toronto FC a gagné la ronde canadienne l'été dernier, alors que Forge a remporté le titre de la CANPL 2-0 en septembre dernier face à Halifax, match qui était présenté du côté de Charlottetown. Est-ce que l'Impact, je vais prendre le temps de saluer Mathieu, gros sujet ce soir, je pense que oui, sincèrement, et je pense que c'est un sujet, Mathieu, qui est pas assez, comment je pourrais dire, qui est pas suffisamment discuté dans nos médias sportifs présentement. Et c'est un sujet qui ne fait pas de sens, du moins à mes yeux. Donc, est-ce que l'Impact, la saison dernière, avait la légitimité de réclamer sa place? Puis là, il y en a qui vont me dire, Jeff, l'Impact, la saison dernière, et c'est pas une erreur, c'est pas un lapsus, c'était l'Impact la saison dernière, ont perdu dans ce tournoi-là. Sont éliminés, j'en suis d'accord. Par contre, le tournoi n'a pas été au bout de ce qu'il devait.
Et dans la mesure où ce tournoi-là n'est pas terminé, on ne peut pas élire un champion avant la finale. Ça se fait pas. Tout comme on ne pourrait pas éliminer une équipe au football de la NFL en disant, regarde, l'autre, on va l'envoyer en finale du Super Bowl. Tout comme on ne pourrait pas canceller une demi-finale dans la Ligue nationale de hockey et dire, voici, cette équipe s'en va en finale. Rendu là, si tu ne te rends pas au bout du processus, tu dois prendre le champion. C'est qui le champion? C'est le CF Montréal, donc Feu l'Impact. Mais tu dois prendre cette formation-là. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que tu n'en as pas élu. Et ce qui est encore plus ridicule dans tout ça, c'est que le match qui va servir à déterminer le champion, qui est la Coupe des voyageurs, sera quand même joué. Sera joué plus tard. Ça en devient un ridicule et on le sait tous, là. Puis si vous allez sur des bets, si vous faites des paris, les chances de voir Forge vaincre Toronto FC sont minces. Il y a un gap entre la CPL et la MLS. Par contre, je le dis souvent avec Arius dans le podcast, le ballon est rond pour tout le monde et ça se peut que Toronto se fasse surprendre. Mais si ça devait être le cas, Soccer Canada, la CONCACAF ont l'air 2 fois plus ridicules. Si Forge devait venir qu'à vaincre Toronto, ça en devient complètement ridicule. Et là, je vais vous partager, parce que j'aimerais ça avoir votre avis ce soir. Je vais vous partager un lien sur Twitter à l'instant, sur YouTube, sur notre plateforme Facebook. Si jamais vous voulez venir jaser avec nous autres, ça va être le temps. Je vais me faire un grand plaisir de discuter avec vous de ce dossier-là et je vais aller à l'instant prendre justement des commentaires. Doc qui nous dit, si on considère que Forge a déclaré forfait, ce sont malheureusement les clowns qui gagnent. Doc, je veux t'inviter à aller voir le texte que j'ai partagé qui va être donc le texte de Herb Zurkowski. Et là-dessus, tu as parfaitement raison, Doc, puis je suis content que tu m'en parles parce que je voulais qu'on en vienne à en discuter. Si on considère que Forge a déclaré forfait, ce sont les clowns qui gagnent et tu as entièrement raison. Par contre, si Forge déclare forfait, il n'y a pas de Coupe des voyageurs. On ne peut pas reprendre ce match-là. Donc, si on veut faire les choses de la bonne façon, Doc, il faut forcer Forge à déclarer forfait, ce qu'ils n'ont pas fait. Mathieu nous dit Forge n'a pas déclaré forfait. C'est une entente entre Forge et TFC et Canada Soccer. Présentement, c'est ça qu'on a. Et là, le match officiel devait se jouer ce week-end. Le match de samedi, qui était prévu initialement samedi. Toronto ne peut pas le jouer parce que Toronto est pris présentement avec des cas de COVID. Les joueurs de Toronto sont en quarantaine. Certains entraîneurs de Toronto sont en quarantaine. Il y a un match qui était prévu initialement ce samedi. Toronto n'est pas en mesure de le jouer. Forge sont pas prêts. Ils n'ont pas repris l'entraînement, mais à la limite, ils pourraient jouer ce match-là. Dans ces conditions-là, c'est Toronto qui doit déclarer forfait. Parce que Toronto n'aura pas l'effectif pour jouer cette rencontre-là. Je vais mettre mes oreilles. Je vais aller rejoindre mon chum Rémi. Mathieu qui dit, c'est ça, Toronto ne pourrait pas jouer avec l'éclosion de cas de COVID. Salut Rémi, ça va bien? Hey, salut, ça va? Ça va super bien. Ça va en tabarnouche, mais non, ça va bien. Mais c'est ça. Donc, je disais tantôt, puis on en parlait un peu sur Twitter ensemble. Ouais, Rémi, pour une fois qu'on n'est pas d'accord. c'est ça. Ça fait du bien de temps en temps de s'ostiner. Mais
Donc, c'est ça. Toronto est aux prises présentement avec des cas de COVID. Puis je pense que j'ai les détails là. Toronto et Hamilton devaient se rencontrer ce samedi pour le titre canadien. Mais Toronto ont été proie à une série de cas de COVID-19. Les joueurs et les entraîneurs ont été enfermés la semaine dernière en raison d'une poignée de cas positifs. Il y a 9 tests positifs qui incluent les joueurs et le personnel présentement. Donc, en théorie, Doc a compris ce qui se passait. Donc, en théorie, TFC ne peut pas jouer ce match-là. En théorie, Montréal est déjà éliminé de la compétition parce qu'ils ont perdu. Fait que là, ça devient dur. Parce qu'aux États-Unis, il faut comprendre une chose. On a dit Atlanta va y retourner, ils sont champions en titre. Moi, c'est ce que j'aimerais, qu'on dise Montréal va y retourner, ils sont champions en titre. Par contre, du côté des États-Unis, on n'avait pas lancé le processus. Donc, la compétition n'était pas commencée. Là, ici, ce qui cause problème, c'est que la compétition, elle est commencée, Montréal a perdu. C'est dur pour Montréal de dire, regarde, ça devrait être nous autres. Comment est-ce que tu le vois? Oui, c'est ça. Moi, je pense que Toronto a battu Montréal, malheureusement. Mais c'est la COVID. Dis plus ça, ça fait mal. C'est parce que là où je trouve que ça devient ultra complexe, puis tu sais, on va se le dire, je l'ai vu passer le commentaire, puis la crédibilité de c'est écrit crédibilité de la CONCACAF est en jeu. La crédibilité de la Fédération canadienne aussi, parce que par le passé, il y a souvent eu des décisions, puis c'est vrai pour la Fédération canadienne, mais c'est vrai pour la MLS. Là, moi, je me souviens d'une demi-finale où Altidore a renversé un joueur avant de compter un but, puis qu'il n'y a pas eu de faute. Puis Toronto s'en est souvent tiré avec des décisions douteuses. S'il n'y avait pas eu ces décisions-là dans le passé, peut-être qu'on ne réagirait pas autant. Mais moi, c'est plus pour Forge que je trouve ça embêtant. Parce que, tu sais, comme tu l'expliques, c'est Toronto FC qui devrait déclarer forfait. C'est vous autres qui avez des cas de COVID, qui n'avez pas checké vos trucs, là. Puis ça me fait penser, cette histoire-là, c'est plate que je salue Eddie Raphaël, d'ailleurs. Culture soccer. Ouais, mon grand chum fan de l'OM, mais en début de saison, en Ligue 1, il y a eu comme toute une histoire cet été, à peu près une situation similaire. La saison l'an passé n'a pas été terminée en Ligue 1 et la Ligue a décidé que les deux premiers allaient en Ligue des Champions. Et Jean-Michel Aulas, qui lui était qualifié pour la Ligue des Champions précédente, lui réclamait comme « Hey, on s'est qualifié, Marseille s'est pas qualifié. » Puis je sais que Lyon commençait à chauffer, puis Marseille, on le voit cette année, ça a rushé. Il est même allé devant les tribunaux, lui. Ça, je disais tantôt, est-ce que Gilmore va aller devant les tribunaux? Je penserais pas, là. Je suis pas sûr que les tribunaux canadiens vont vouloir se pencher là-dessus, mais tu sais, en Europe, ils ont toutes je comprends pas trop ça, là. Ça aurait été le fun d'avoir dit pour ça, mais ils ont leur structure. Mais moi, je pense que c'est scandaleux pour le Forge parce que, moi, je pense que la Fédération canadienne a manqué, aurait dû prendre de l'avance. On savait que la COVID, ça se réglerait pas. Pourquoi qu'on n'a pas décidé au mois de janvier de dire, bon, OK, regarde, on jouera pas devant des spectateurs, il y a peut-être une vague qui s'en vient, de faire comme beaucoup ont fait, regarde, on va aller dans une zone bulle, les deux équipes se présentent, on leur donne une semaine pour s'entraîner, puis c'est un match. Parce que pour le Toronto FC, le fait de jouer, t'es l'équipe techniquement la plus forte, t'as pas besoin de 2 matchs pour battre le Forge, mais pour le Forge, un match, sur 2 matchs, c'est plus difficile de gagner contre le TFC, mais contre un match, tu peux provoquer la surprise. Moi, je trouve que c'est gagnant-gagnant pour les deux clubs. S'il y a une surprise, tant mieux. Sinon, la logique est respectée. Mais je trouve que la Fédération canadienne manque de respect envers la Ligue, la CanPL. Là, je vais me faire encore insulter comme sur Internet là, par un MLS snob que je regarde pas du bon foot, puis ben, ça, c'est une autre histoire. Là. Mais je pense que l'impact, Gilmore, bon, on peut se plaindre tant qu'il veut, mais moi, je pense qu'il n'y a aucune crédibilité là-dedans. Il a été battu par le TFC. Ils se sont pas qualifiés. Fait que, tu sais, la meilleure équipe de la MLS, c'est plus Forge qui devrait se plaindre tant qu'à moi que l'impact. Forge fait profil bas présentement et je les comprends parce que c'est une entente, il faut comprendre, c'est une entente à 3, donc entre Toronto FC, Forge et Soccer Canada. Mais d'un autre côté, je me place demain matin dans le siège de directeur de cette formation-là qui est Forge FC. La CONCACAF vient me voir ou Soccer Canada, il me dit, regarde,
on jouera pas le match, on va envoyer Toronto parce que tes joueurs se sont pas entraînés, il y a des risques de blessures, t'as pas pu prendre l'entraînement, ton groupe est pas prêt à jouer ce match-là, ça peut être dangereux pour tes joueurs, donc on va vous libérer, on va vous donner de bonne conscience, et en plus de ça, le match en question, on va vous le reporter. Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que vous allez le perdre, ce match-là, Toronto va le gagner, mais on va le jouer pareil. Fait que lorsqu'on va pouvoir mettre des fans dans le building, on va jouer le match et on va s'entendre sur une chose. Puis Rémi, en tout cas, moi, c'est mon point de vue, mais je pense qu'il n'y a pas un match de CPL cette année qui va attirer autant de monde que Forge TFC. Non, fait que là, tu dis à Forge, garde, mais qu'on soit capable de jouer, là, on va le jouer dans un building plein, on va vendre des billets à côté. Ça va être ton meilleur match de la saison, mais tu sais, accepte qu'on laisse passer Toronto. Fait que tu sais, je trouve ça ridicule, mais Forge est deux mains liées dans ce dossier-là, selon moi. Il y a deux choses là-dedans. Un, tu le lèves, tu ne l'as pas prononcé, mais c'est une question d'argent. Ben oui. On s'entend que, tu sais, Forge, présentement, surtout avec ce qui s'est passé l'an passé, je suis pas sûr que, tu sais, les clubs de CanPL roulent, mais est-ce que le club avait vraiment les moyens d'aller jouer au Mexique financièrement? Probablement que oui, mais c'est un trou dans ton budget. Fait que financièrement, c'est sûr que ça va faire l'affaire à la direction pas aux joueurs, mais pour la direction du Forge, effectivement, ça va faire l'argent. Le problème, c'est que là, Forge est à Hamilton, Toronto, les deux clubs sont en Ontario. Ouais. Puis c'est un pari risqué pour le Forge de dire, regarde, on va te faire un match chez vous, tu vas avoir une grosse foule, mais il faut que le match ait lieu devant spectateurs. Avec la COVID, ça, c'est un pari qui est risqué. Ça, moi, honnêtement, là, avec la direction du Forge, puis on regarde je veux pas faire de médecine, je suis pas médecin, mais je regarde la situation avec la variante britannique. Tout le monde le sait, je suis enseignant, fait que veux pas, je suis ça à journée longue, savoir comment ça se passe. C'est l'avenir de ma job un peu pour cette année. Pas sûr, moi, qu'on va avoir des spectateurs dans des stades cet été au Canada. Hein. Peut-être dans certaines régions, mais l'Ontario, c'est pas parti pour ça. Non, c'est ça. Et on parle, tu sais, Montréal, tranquillement, pas vite, qu'on pourrait avoir quelques spectateurs d'ici la fin de la saison si on réussit à rapatrier cette formation-là. Il faudra voir pour confirmer, mais il va y avoir un début cette année, c'est sûr. Il va y avoir un début. Il faudra voir là à quoi ça va ressembler. Mathieu, dans les commentaires via YouTube, nous dit « Forge a accepté la décision pour le match à domicile. Avec la visite du TFC, ça va donner une bonne foule. Donc, je pense qu'effectivement, la décision, elle est monétaire. » Gavino nous dit... Gavino nous dit, s'il n'y a pas une entente monétaire, je m'appelle Patoff. Là-dessus, je rejoins Gav à 100%. Parce que moi, ce que je pense que ce qui est derrière tout ça, c'est clairement, et j'irais pas jusqu'à dire une enveloppe brune, mais comme je disais, je pense que Forge est deux mains liées. Puis là, ce qu'on lui a dit, c'est que, regarde, on va te garantir le plus gros match de ta saison chez vous. Tu vas vendre des tickets, mais laisse passer Toronto. C'est la seule façon que je peux le voir. Ça, là-dessus, il y a une affaire qu'il faut dire. Puis Gavino, c'est pas une question d'enveloppe brune. Premièrement, c'est des entreprises privées entre eux autres. On s'entend. Ils font ce qu'ils veulent. Là. C'est une négociation de gré à gré. Il n'y a personne qui avait un fusil à attendre. Puis ça, c'est clair que si je suis le Forge, oui, t'as pas le choix parce que j'ai perdu ce que je... Mon gars, c'est... Mais non, Gavino avait raison là-dessus, mais oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'était par rapport à Matthew. Rappelez-vous ceux qui allaient voir l'Impact, parce que je prononce pas le nouveau nom, quand on était en USL puis en NASL, quand Toronto venait au stade Saputo, c'était plein. Non seulement c'était plein parce qu'il y avait du monde de Montréal, mais Toronto déplaçait sa gang. Fait que pour Hamilton, eux autres, c'est clair. Puis Hamilton, c'est pas très loin de Toronto. Là. Je connais pas trop la géographie de l'Ontario, là. Mais c'est clair que les fans il y a bien des fans du TFC qui vont se déplacer, qui vont aller voir ce match-là. Puis probablement que pour peut-être le Forge, je sais pas comment ça fonctionne. Tu sais, on sait au hockey, par exemple, il y a une mode depuis une couple d'années. Quand les Trashers d'Atlanta venaient jouer au Centre Bell, ça coûtait moins cher que quand c'était les Penguins de Pittsburgh. Avec, tu sais, les billets étaient modulés selon les équipes. Je me demande si Forge va peut-être, vu que c'est le championnat canadien, que c'est pas la CanPL, qu'ils vont peut-être pas en profiter pour monter un peu leur billet. Là, je pense pas à une augmentation de 100%, mais j'avoue que pour eux autres, ça, c'est intéressant si le match a lieu. Il faut qu'il y ait lieu devant une foule à 100% de capacité.
si on veut vraiment en profiter. Mais on sait que la saison en CanPL, encore cette saison, comme c'est le cas en MLS, va être difficile. Ça va être dur d'avoir du monde. Puis, je pense que les équipes de CanPL ont les reins encore moins solides que les équipes de la MLS. Donc, c'est ça. Donc, c'est beaucoup de frais pour des équipes comme ça qui ont très peu gagné la saison dernière. Donc, c'est sûr que c'est un soulagement d'avoir un match comme ça qui va venir un peu renflouer les coffres. Doc Mayou nous dit dans l'entente secrète, est-ce que Forge devra laisser gagner le TFC? Et j'en reviens tantôt sur la crédibilité de la CONCACAF qui est en jeu. Forge peut pas gagner ce match-là. Tu sais, parce que ça a déjà l'air ridicule à mes yeux comme situation, mais si Forge devait gagner cette rencontre-là, ben là, ça n'a ni queue ni tête. Toronto va être là sans aucune légitimité parce que ils vont avoir perdu ce match-là, mais ils vont déjà avoir joué les huitièmes de finale et peut-être même les quarts de finale qui auront lieu, je pense, la semaine d'après. La huitième de finale, c'est 7-14 avril. Fait que c'est sûr qu'on ne joue pas ce match-là avant ça. Fait que, tu sais, ça devient difficile et à statuer, voir comment est-ce qu'on va le faire. Écoute, ça me fait penser... je disais, le match Orient 2022. Je disais ça se peut, le pire, c'est que c'est ce qui est ridicule un peu, c'est que ça se peut. Je lisais il y a quelques années un livre qui s'appelle The Fix. C'est un journaliste d'Ontario, si je me trompe pas, qui a écrit un livre justement sur les matchs truqués puis des histoires d'entente de même. Puis, je suis pas convaincu qu'en Amérique du Nord, on est complètement au-dessus de ça. Lui, d'ailleurs, dans ses enquêtes, la Ligue nationale de hockey... il parlait à des gens qui truquaient des matchs, puis les gars disaient, on touche pas à la Ligue nationale de hockey parce que les Russes sont là-dedans. Tu sais, ne serait-ce que certains joueurs russes, des fois, c'était pas pour tricher, comme Pavel Bourré qui se faisait dire, si tu nous payes pas une cote, il va arriver de quoi à ta famille. Puis, des fois, il pouvait dire, ben là, tu sais, je parle pas de tout ça, mais il contait une histoire en Italie où deux clubs étaient en bas de classement, puis il y en a un qui était sur le bord de rester. Fait qu'ils ont fait une entente entre les deux clubs pour que le plus faible perde. Puis le match a commencé, puis le plus faible a compté. Puis devant les caméras, le coach du club, le plus faible, du plus fort, a dit « Hey, on est supposé gagner ce match-là. » L'autre coach, il a écrit « Inquiète-toi pas, vous allez gagner. » Non, mais c'est parce qu'effectivement, ça déjà que malheureusement, le foot a cette très mauvaise réputation, puis il veut pas, ça a éclaboussé l'Impact. Rappelez-vous, la première saison de l'Impact, je pense, Divaio a dû retourner en Italie pour une histoire... Son nom, il n'y avait rien à voir là-dedans, mais son nom était sorti malheureusement par association. Là, il avait été innocenté. Mais des histoires de magouilles, il y en a eu. Puis il y a plusieurs matchs. C'est moins médiatisé, c'est vrai, là. Mais en CONCACAF, moi, je suis désolé, mais la finale de l'Impact en 2015, il y a quelque chose qui s'est passé là. Le carton rouge qui n'a pas été donné quand Oduro, c'était clairement un carton rouge qui n'a pas été donné. Et plusieurs fautes qui ont pas... La suspension de Bush, Evan Bush, c'était louche. Puis, tu sais, un mois après la finale, il y a eu des arrestations massives au niveau de la direction de la CONCACAF. Ça avait sorti dans le New York Times. On n'a pas trop entendu parler, là. Le New York Times, il en a parlé d'un média ici. Ça a passé un peu dans le vide. Les jugements ont été rendus. Je n'avais parlé à ton show, je pense, en 2020, pardon. La CONCACAF, malheureusement, effectivement, sur le long terme, ça paraît très mal. C'est sûr, c'est définitif. C'est qu'on a un club canadien qui pourrait peut-être jouer à la tactique de la CONCACAF, mais qui va se la faire... c'est clair, là. Combien de fois j'ai vu dans les réseaux sociaux pendant la Ligue des champions, là, le tournoi bulle, voir tel club s'est fait... l'expression has been CONCACAF. Oui, c'est ça. C'est exactement ce que je parlais tantôt. On s'est fait CONCACAFer. C'est rendu un running gag... à large, fait que c'est un peu dur à comprendre là, comment est-ce que tout ça est géré. Puis Mathieu dit également, on s'entend que l'association canadienne aurait pu tout planifier avant au lieu d'après. Ouais, c'est ce que je disais tantôt. Ben, tu sais, je pense que c'est Jérémy Filosa, si je me trompe pas, justement, qui en parlait à IMFC Radio et qui disait je peux pas croire que avec tout le temps qu'ils ont eu à venir jusqu'à maintenant, on n'ait pas trouvé une fenêtre pour jouer ce match-là. Tu sais, qu'il n'y ait pas eu une journée
depuis l'interruption du 12 mars l'an passé, là, qu'il n'y ait pas eu une journée depuis ce temps-là qu'on n'ait pas été capable de trouver un trou pour jouer ce match-là, c'est ridicule. Moi, ce que je comprends pas, c'est que ce match-là aurait dû être joué en 2021, en décembre, dire, OK, gang, du moment que la MLS... En 2020? 2020, pardon. Du moment que la MLS finit dans le temps des fêtes, là, puis il y a le tournoi CONCACAF, vous en faites pendant le tournoi CONCACAF, vous allez venir, on vous donne une bulle avec l'île du Prince-Édouard, n'importe où, un stade intérieur. Vous allez jouer sur, tu sais, à la limite, un stade comme Marie-Victorin à Montréal. Anyway, c'est un match sans spectateurs, t'as pas besoin de gradins. On aurait pu facilement trouver un endroit sécuritaire puis dire aux joueurs, c'est là que ça se joue, comme on a fait avec l'Impact, la bulle Orlando. Ben oui, et Toronto a été quand même éliminé assez rapidement, malgré tout, là, en saison MLS. Donc, on aurait pu trouver un moment opportun pour jouer ces matchs-là où ce que, tu sais, Forge était encore dans le pic à cause du tournoi qu'il y avait eu à Halifax et la bulle. C'est sûr qu'il y avait moyen de rassembler tout ce monde-là à un moment donné. Mathieu dit TFC était éliminé des playoffs, Forge ne jouait pas. Tu sais, regarde, c'était-tu le temps incroyable pour réaliser cette rencontre-là? Je pense que s'il y aurait eu de la volonté, ce match-là aurait dû jouer. Et ce soir, ben, on ne se parlerait pas de la crédibilité qui pourrait être entachée de la CONCACAF et du ridicule de cette situation-là. Tu sais. Puis du côté des États-Unis, c'est pas mieux. Atlanta qui va jouer, puis il y en a qui disent, Jeff, CF Montréal mérite pas d'être là. Atlanta non plus. Là. Ils ont eu une saison de misère. Ça a été tout croche toute la saison. C'est sûr que s'il y avait un tournoi qui se serait tenu en 2020, c'était pas Atlanta qui mettait la main sur le titre. C'était sûr. Mais, tu sais, à mes yeux, tant que tu nommes pas un autre champion, il y a un champion défendant. Dans la MLS, présentement, c'est Montréal qui a ce titre-là. Mais écoute, admettons que... Parce que, comme je te disais, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Énormément. Si ça avait été, admettons, Vancouver ou Montréal, justement, l'Impact qui aurait été en finale, puis là, on serait... Admettons que l'Impact... OK, admettons c'est Vancouver parce que, bon, c'est pas le champion en titre. Vancouver est là. Penses-tu vraiment que la Fédération canadienne aurait pu passer ça comme ça? Je suis pas convaincu. Comme on disait tantôt, c'est vraiment une question d'affaires. Puis Forge, comme ils n'ont pas les moyens, on s'entend, là, on n'est pas en Europe ici, on n'est pas aux États-Unis, quand même que les gars crieraient à l'injustice, quand même que les gars, tu sais, parce que je me mets en place de Forge, peut-être que je fais de l'extrapolation, je suis pas dans les bureaux du Forge FC. Mais moi, personnellement, l'idée de me dire, on va te faire un match chez vous avec une grosse foule, voyant la situation en Ontario présentement, aujourd'hui, moi, j'aurais clairement refusé. J'aurais dit, écoute, arrête, tu me niaises, là. Vous allez jouer un match là-bas, vous allez vous faire un capital sous notre nom, puis le match sera peut-être pas joué, puis à cause de la COVID, peut-être que ça va nous coûter financièrement, le club aura, j'espère pas, là. J'adore la CanPL, que les clubs sont pas sereins. Il y avait un rapport de force qui était clairement pas là. Il y a une question d'argent, puis l'autre affaire, si l'Impact qui est en finale, est-ce qu'on aurait été aussi conciliant? C'est ça. Moi c'est là-dedans. Moi, on sait que les relations entre le Québec, la Fédération du Québec et la Fédération canadienne sont pas toujours au beau fixe. Non, ça, c'est clair. Des fois, les deux fédérations, tu sais, je reviendrai pas sur l'histoire. Là. Moi, je pense que c'était une tempête d'un verre d'eau, là. Mais l'histoire du jeune Sikh qui gardait son turban pendant un match, le Québec voulait pas, là, puis là, le Canada passait par-dessus. C'est clair que, moi, personnellement, je te peut-être plus d'accord avec la Fédération canadienne là-dessus, mais je veux dire, ça a quand même été vu comme tu viens jouer dans mes plates-bandes, puis ça a créé des tensions. Fait que, je ne sais pas si ça aurait fonctionné comme ça avec le Puis tu sais, moi, je pense sincèrement que ici, là, au Québec, on suit beaucoup plus la CanPL peut-être qu'ailleurs parce que... on n'a pas de club. C'est ça. On va se dire les vraies choses. Mais ce que je veux dire, c'est que Toronto a rien à prouver à aller jouer contre Forge.
Pour Forge, le match est intéressant parce que tu joues contre Toronto, tu joues contre meilleur, tu joues contre plus grand, tu joues contre plus international. Mais Toronto, sincèrement, a rien à gagner. Donc, à partir du moment où tu déclares Toronto gagnant, sans jouer ce match-là, et que tu dis à Toronto, il va falloir que tu viennes rejouer le match pareil. Toronto peut se présenter là avec son équipe B et dire, regarde, moi, j'irai pas me blesser des gars là-bas là, parce que ma saison MLS va être commencée. Déjà qu'on va avoir des joueurs qui sont partis en fenêtre internationale, en sélection nationale. Je suis pas sûr de l'effort que va mettre Toronto FC. Mais, 30 secondes, mais les deux équipes sont relativement proches. Dans le bassin, dans l'agglomération. Je reviens à ce que tu disais tantôt, de prendre Vancouver puis de dire à Vancouver, regarde, on va te nommer champion canadien cette année, tu vas y aller, mais par contre, tu vas revenir jouer contre Forge un match après ça, juste pour que, tu sais, on achète la paix. Forge va avoir son match contre un club MLS devant un public, mais je suis pas sûr que Vancouver vont dire, regarde, moi là, si tu me donnes le championnat, je vais partir de Vancouver, je vais venir jouer un match qui fait aucun sens, qui a aucune valeur, parce que, tu sais, oui, il y a la Coupe des voyageurs, c'est sûr, mais ce match-là, ils vont l'avoir déjà gagné en étant représentant en Coupe des champions de la CONCACAF. Donc, est où l'intérêt pour un club MLS de jouer ce match-là? Il n'y en a pas. Okay, à moins que ça soit financier. Tu lèves une bonne affaire à la distance. On s'entend que Toronto pour aller à Forge, probablement que si Vancouver, on leur disait pour le Pacific FC, peut-être qu'il y aurait une autre vision. T'sais. Exactement. C'est là que j'embarque. C'est ça. Il y a ça. L'autre chose, tu lèves de quoi d'intéressant? Tu me rappelles de quoi avant que j'ai des enfants, quand mon samedi était, je me levais très tôt avec le beau-père, on regardait des matchs de la Premier League toute la journée. Je me souviens une des dernières années de Ferguson à Manchester United. Les gars allaient jouer à Liverpool, puis c'est une époque où Liverpool était so-so. Et United se dirigeait vers son championnat avec Van Persie puis Rooney. Bref, sont arrivés à Anfield, puis Ferguson a décidé, bof, gars, Rooney, on le fera pas jouer. Ils ont fait jouer l'équipe, pas l'équipe B au complet, mais ils ont enlevé bien des joueurs. Et à Liverpool, ça sac. Et pourtant, Liverpool, c'était pas Liverpool de l'année passée, là. Ça hurlait à l'insulte. Fait que là-dessus, tu as raison. Tu penses-tu vraiment qu'une équipe qui va être en plein championnat, je me trompe pas, en plein championnat MLS va dire, ben, tu sais, admettons qu'il y aura encore Jovinko, on va aller faire jouer Jovinko tu sais, rappelez-vous en 2014, Falcao, qui n'a pas participé à la Coupe du Monde pour la Colombie, c'est Colombien, si je me trompe pas, parce qu'en Ligue de France, quand il était à Monaco jouait contre une équipe je me souviens plus de l'équipe, c'est une équipe de basse division. Puis il y a un joueur qui était nerveux devant Falcao, qui a manqué son tac, puis qui a blessé Falcao, mais solide, Falcao n'a pas fini la saison. Puis là, d'ailleurs, ça appelait, Falcao était sorti publiquement parce que là, ça appelait aux menaces de mort contre le pauvre joueur. Puis là, Falcao était sorti en disant, écoutez, là, c'est pas un professionnel, il a fait une gaffe, mais c'était pas intentionnel. Tu sais, c'est une chose qu'on comprend pas, nous, en Amérique du Nord actuellement, parce que nos équipes professionnelles dans les autres championnats ne jouent que contre, tu sais, le Canadien ne joue que contre des équipes de la Ligue nationale. L'Impact joue quasiment juste contre, aller jusqu'à l'année passée, ne jouait presque juste contre des équipes, il y a 2 ans, des équipes MLS. La NBA, c'est pareil. Mais quand tu te ramasses avec des coupes nationales où tu joues avec des équipes de 2e, éventuellement peut-être une 3e division, ben oui, 3e division avec la PLSQ, c'est une équipe réussie à passer. Tu as toujours le risque que tu pognes un jeune qui commence, puis qui est nerveux, puis pas par méchanceté, mais tu sais, t'es un jeune qui commence, tu sais, imaginez, c'est encore pire en Europe, mais ici, par exemple, admettons qu'à l'époque, la PLSQ aurait participé à la Coupe canadienne, puis tu te ramasses, je sais pas, moi, FC Saint-Léonard qui joue contre l'Impact avec un Drogba, petit jeune qui arrive devant un Drogba, c'est clair qu'il va être nerveux, puis c'est clair que ça se peut qu'il fasse une gaffe. Surtout s'il est en retard. S'il est en retard sur le jeu puis que tu sais, il veut aller le chercher, c'est là que tu risques d'avoir un crampon sur le mollet, un tac mal glissé qui peut conduire directement à une blessure. Imagine, tu perds un de tes joueurs principaux. Mettons, là, je me mets à la place. Ce match a lieu là, disons, moi, on sait-tu quand il va avoir lieu ce match-là? Non, pas encore. Okay. Mais admettons là, que pour X raison, le match est retardé avec la COVID, puis finalement, ce match-là a lieu en fin de saison. Le Toronto est dans la course pour les séries, puis là, ça arrive, puis que tu te fais blesser un gars important pour un Altidore, un Akinola. Je parle pas d'un geste salaud. Je parle vraiment d'un accident niaiseux, là.
comme il peut arriver souvent dans le sport, là, tu sais. Moi, ça me rappelle, t'as à peu près mon âge, toi, hein. Oui. Je me souviens d'un certain Marc Bureau à Philadelphie qui s'était retourné à la dernière seconde devant Peter Svoboda. Puis la deuxième période avait duré 60 minutes parce qu'il l'avait ramassé accidentellement. Tu veux pas avoir un geste de même, puis un joueur qui se blesse, puis tu sais, fait mais ça peut arriver, surtout que tu te ramasses avec des gars. La CanPL sont considérés semi-pro ou pro en CanPL actuellement? Ben, c'est la première ligue, première division canadienne. Non, mais je veux dire, les joueurs, il y a un gap. Parce que l'Impact, quand on jouait... Sont pro en CanPL. Ouais, c'est ça. En BLSQ, sont semi-pro. OK, c'est ça. C'est un peu comme l'Impact en NASL. Des fois, les gars avaient des jobs la fin de semaine, là. OK. Parce que tu veux éviter vraiment d'avoir un accident comme ça puis de perdre un joueur important, là. Écoute, imagine, toi, moi, je me mets à la place du Toronto FC. Tu perds ton joueur important d'une course aux séries. Tu fais comme... ça sera sans doute Forge contre TFC2 pour ce match. Ouais, dans le fond, TFC Academy qui va aller jouer le match. C'est ça. Puis Mathieu dit même chose. TFC2 va jouer aux États-Unis cette saison. Puis tu sais, légalement, il n'y aurait pas le droit de le faire. Mais tu sais, justement, j'en reviens à ton point des blessures, Rémi. Je pense pas qu'on voit un Altidore, qu'on voit un Aquinola dans ce match-là. C'est là que tu vas faire jouer ta profondeur, c'est là que tu vas faire ta rotation, c'est là que, tu sais, les homegrowners, c'est là qu'ils vont prendre la place. Gavino dit pro à 25 000 par année, par contre, c'est on a pas un sujet, mais un podcast qui s'en vient justement là-dessus, la CanPL. On est en train de préparer ça, mais le problème, les salaires sont ridicules en CPL. Le problème là-dedans, c'est que tu veux vendre des billets en disant que TFC vient jouer. Tu sais, TFC vient à Montréal. Imagine que TFC vient jouer un match à Montréal puis dit, on met notre équipe B contre l'Impact. Comment ça va hurler? Tu sais, je me souviens des matchs amicaux, là, quand le Real Madrid est venu s'entraîner. C'est exactement ce que j'allais amener. Que Ronaldo n'était pas là, ça va chialer. Tu sais, il y a du monde, tu sais, comme moi, qui vont, tu veux ton équipe B, ben fuck you, esti, on va te battre. Mais il y a du monde qui viennent malheureusement pour voir les grosses vedettes. Puis, tu sais, là, je me suis fait planter pour ça par juste monsieur MLS Snob, là, prof à Calixa Lavallée, qui chialait après, là, parce que j'ai eu un accrochage. J'ai rien contre le monde qui vont voir les grosses vedettes. Je m'en cacherai pas. La dernière fois que je t'ai parlé, après, il y a mon ancien élève, Zachary, qui t'a parlé. Oui. Zachary, il avait eu des billets pour aller voir le premier match de Wayne Rooney à Montréal. Il m'a appelé. C'est clair que je suis allé. Puis cette fois-là, j'allais voir Rooney sur le terrain. Tu sais, j'ai rien contre ça. C'est correct. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, en tant que supporter de l'Impact, une équipe qui n'existe plus, ben quand j'allais voir l'Impact, j'avais pas besoin d'un Drogba sur le terrain. J'allais voir l'Impact. Oui, c'est le fun d'avoir une grosse vedette. Mais moi, un match, tu sais, il y a eu un scandale là, quand Bordeaux était venu en 2009 parce que Johan Gorkouf n'avait pas joué. C'est ça. Et une des plus grosses foules qu'on a ramassées au Bigot, c'est la fois qu'on a amené David Beckham jouer. Tu sais, Mieux aussi. C'est ça. Donc, ça attire le monde, c'est sûr. Mais si tu vends un match contre TFC, puis que tu arrives, puis que finalement, toutes tes vedettes sont pas là parce que tu veux pas être blessé, parce que c'est un match qui voudra, comme je le rappelle, absolument rien dire, parce que ils vont déjà avoir eu le titre de champion. Mais ils n'auront pas la Coupe des voyageurs. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont faire jouer des homegrowners, vont faire jouer la rotation, vont profiter pour les jeunes en développement de dire allez chercher du terrain. Et mais tu sais, il faut nuancer une affaire. Mais il ne peut pas perdre ce match-là. Il faut nuancer une affaire, par exemple. Ouais. Parce que, en même temps, moi, je serais insulté avec le Forge d'avoir une équipe B, mais en même temps, tu sais, t'amènes quelques joueurs, tu fais jouer, tu sais, tu reposes un gros nom, mais t'en fais jouer 2-3, puis tu sais, par exemple, d'un but, tu mets, tu sais, je peux comprendre à un moment donné aussi que tu veux faire rouler l'effectif, puis il faut pas non plus exagérer. Si le club décide, ben écoute, Altidore, on a joué 2 matchs en 2 semaines, je vais le reposer, mais je vais mettre un autre gros nom. Là, Bradley, je pense qu'il est parti, là, mais tu sais, si tu mets un équilibre, c'est correct, mais si tu enlèves tous tes gros noms pour mettre ton équipe B, c'est là que c'est insultant. Mais tu sais, à un moment donné aussi, je pense qu'à Hamilton, on est prêt à accepter que ça se peut qu'il y ait un gros nom qui soit pas là parce que, comme Altidore, s'il a joué 2-3 matchs, tu sais, je veux dire, quand ils sont venus jouer à Montréal puis qu'Altidore a refusé de jouer, à cause de l'autre Américain qui voulait pas se mettre le genou. Ben, ça n'a jamais été dit officiellement, mais entre tout et moi, on s'entend que l'autre qui voulait pas se mettre le genou à terre, ça n'a pas dû faire l'affaire d'Altidore, là, puis avec raison. Puis moi, j'ai été insulté de ça, là, puis je suis pas
T'es pas le public cible. Non, c'est pas moi qui tu sais, je suis sympathique à la cause, ouais. je suis victime de ça, tu sais, mais je t'ai insulté. Fait que je me dis, à un moment donné, t'en reposes un parce qu'il est fatigué, c'est une chose, mais il y a personne qui a pété les plombs parce qu'Altidor, tu remarques qu'une chose, ça faisait notre affaire, là. Tu sais, à un moment donné, si t'as pas une insulte, faut que tu permettes aussi au TFC, faut pas non plus que tu dises au TFC, faites absolument, il y a un joueur à un moment. Non, c'est ça. Je veux juste nuancer ça parce qu'à un moment. C'est ça l'avantage d'un club comme Montréal. Tu peux pas laisser tes gros joueurs de côté pour faire jouer le club B. Il n'a pas. Tu sais, qui le gros joueur tu vas laisser de côté. Mais c'est ça. Doc nous dit à quand un concept où plusieurs clubs canadiens se rendent en CONCACAF. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est peut-être le nœud du problème qui va un peu. Puis, tu sais, on revient aussi. Puis je veux pas aller là parce que ça fait déjà une quarantaine de minutes, mais tu sais, la fusion MLS, Liga MX, c'est quelque chose aussi qui va changer un peu le visage si ça devait arriver de tous ces championnats-là. Va falloir repenser un peu notre façon de faire. Parce que le Canada, ils vont avoir de la misère dans une super ligue, Canada, États-Unis, Mexique. Canada va avoir de la misère à tirer son épingle du jeu, ça c'est définitif. Mais tu sais, moi, il y a une époque où on avait juste 3 clubs canadiens. Il y avait seulement. Canada, 2 places en passant. Là, on a 2 places maintenant? OK, bon. Ouais. Mais c'est qui le deuxième club canadien présentement en Ligue des Champions? Ben là, je pense que Toronto est là parce qu'il y a. C'est comme le vainqueur canadien. J'ai de la misère à bien te l'expliquer, là, mais je pense que vu que Toronto a gagné le tournoi canadien, c'est lui qui est là. Et l'autre, c'est Forge. OK, Forge est en CONCACAF pareil. Oui, c'est ça. OK, mais dans le fond, ça change rien. Sauf qu'il va en rester juste un. Mais à partir de 2022, 2022, OK. Là, il y aura 2 clubs okay, bien établis, le CanPL et CPL. Okay. Donc, le Forge va y aller directement, ce que je comprends, là, saison prochaine. Bon, ça la seule affaire. On va se démêler. qui dérange, par exemple, par rapport à la MLS, c'est qu'une équipe canadienne qui gagne les séries de la MLS n'a pas de place en Ligue des Champions. Non. C'est ça, par exemple. Faut qu'il gagne la Coupe des voyageurs. Oui, mais ça, par exemple, me semble qu'à un moment donné, si c'est un club canadien qui gagne la MLS Cup, ben, ça devrait dire, ben, regarde, désolé, les Américains, vous perdez une place cette année. Là, puis cette année, il y aura 3 clubs canadiens. Ben, c'est ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait une place pour le champion MLS direct. Peu importe la nationalité, c'est le champion MLS a une place. Puis, bon, s'il y a 2 places canadiennes, il y en aura 2. Puis, si ça tombe que et Vancouver, et Toronto, et Montréal est là, ben, il y aura 3 places. Mathieu nous dit, avec le nouveau format, une équipe canadienne peut aller en Ligue des champions de la CONCACAF, donc en gagnant la MLS Cup. OK, donc, mais la question, c'est de savoir, Mathieu, si tu es au courant, parce que admettons que, bon, on a un champion canadien, un champion de la CanPL, puis on a un champion de la MLS Cup, admettons que, bon, disons, Vancouver gagne la CanPL, Montréal gagne la MLS Cup, puis, disons, Pacific FC gagne la CanPL. Est-ce qu'il y a un des 2 clubs canadiens qui saute parce qu'il y a un champion MLS ou les 3 clubs y vont? Ça, si c'est comme ça, moi, c'est parfait, mais sinon... répète-moi ça, excuse. OK. Si... un club, admettons, tu as 2 clubs canadiens qui gagnent le championnat. Disons, Vancouver gagne le championnat canadien. La Ligue des voyageurs, la Coupe des voyageurs. FC, bon, c'est ça, ces 2-là. Puis tu as un 3e club canadien, un autre club, là, disons, Montréal gagne la finale de la MLS Cup. Est-ce qu'on se ramasse avec 3 clubs en CONCACAF ou il y a un des 2 clubs qui bombe? Les 3 clubs vont y aller. Oui, parce que je sais qu'en Ligue des champions en Europe, il y a une année quand Chelsea avait gagné en 2012, il était sorti de nulle part puis qu'il avait gagné la Ligue des champions, ça avait bumpé Tottenham, je pense. OK, parfait, merci. C'est vraiment ça. C'est vraiment les 3 clubs qui y vont. Mathieu qui vient de le confirmer. Mais c'est ça. Donc, il y aura 2 places plus le champion si ça devait être un champion autre que les 2 qui ont été préalablement admis. Là, je pense qu'ils reviennent avec des phases de groupe en CONCACAF en 2022, si je me trompe pas. Là, ils ont se dit avec ça.
J'ai pas, sincèrement, là, j'ai pas tout approfondi les règles parce que je sais qu'il y a quelques changements pour 2022, puis je suis pas encore parfaitement là, aligné là-dessus. L'équipe canadienne champion MLS prend une place américaine. Mathieu va nous le dire. Est-ce qu'ils sont revenus aux phases de groupe finalement ou pas? Parce qu'il y a une époque, la CONCACAF, c'était comme ça. C'est devenu phase de groupe, 4 groupes à 4 équipes. Après, c'est devenu 8 groupes à 3 équipes. Là, c'est revenu en mode éliminatoire. Là, je veux savoir s'il ramenait à la phase de poule. Moi, personnellement, je m'ennuie. J'aimais ça quand il y avait une phase de groupe. Ça donnait plus de matchs à Montréal. Tu avais la chance de voir. Bon, des fois, on se ramassait avec un club américain dans le même groupe. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, des fois, tu avais un club du Honduras qui venait jouer un match comme ça. Moi, j'ai vu CD Olympia. J'ai vu un club du Honduras. Tu sais, Gavino aussi a pas tard. Là, le championnat de la saison régulière, tu sais, ça représente quand même quelque chose. Fait que ça aussi, ça pourrait être à prendre en considération éventuellement, tu sais, parce que t'es quand même champion sur 42 matchs, je pense, normalement, là, une saison MLS, là, si elle n'est pas écourtée par la COVID. Fait que quand t'es champion après 42 matchs, ça veut quand même dire quelque chose. Mathieu confirme qu'ils sont revenus à la phase de groupe, mais c'est un peu bizarre. Donc, on va essayer dans un prochain podcast de tout vous démêler ça, justement, la hiérarchie CONCACAF pour la prochaine saison, en tout cas pour 2022. Parce que c'est ça qu'il y a eu des ajustements, puis je veux pas dire n'importe quoi, les équipes canadiennes, américaines et mexicaines seront dans le même groupe. Donc, tu sais, là, c'est là qu'on va commencer à voir tranquillement quand on parle de fusion et que je dis que ça pourrait être au désavantage des marchés canadiens. Tu sais, entre une Super League qui pourrait être Canada, États-Unis, Mexique, une Liga MX suprême, ben c'est là qu'on va voir. Par ces phases de groupe-là, on va voir à peu près on est où. Parce que, tu sais, je regarde, là, on dira ce qu'on veut, mais c'est Tigres qui s'en va jouer contre le Bayern. Et, tu sais, même dans le dernier match de Tigres, je suis pas sûr que l'Impact aurait fait long feu dans cette rencontre-là. Tu sais, ça jouait du bon soccer. Fait que faut voir là, comment est-ce que va se comporter les marchés canadiens à l'intérieur de ces phases de groupe-là, mais ça va être intéressant vraiment d'évaluer le niveau du soccer canadien versus le soccer américain versus le soccer mexicain. Mais cette Super League-là, c'est pas moi qui ai vu passer qu'en Europe, il y avait des projets de Super League, la FIFA a dit non. La FIFA a bloqué ça en Europe. Fait que je vous dis difficilement pourquoi que la FIFA bloquerait pas ça en Amérique du Nord. Pas sûr que... C'est parce que où est-ce que ça achoppe, là, de ce que je crois comprendre, puis les auditeurs qui sont encore là, ils me corrigeront si je me trompe, mais où est-ce que ça choppe, je pense, c'est qu'il y a un règlement FIFA qui dit que chaque pays doit avoir, tu sais, une ligue de première division, puis tu dois pouvoir jouer dans ton pays. Fait que là, c'est ça qui est difficile présentement entre la CanPL puis la MLS, et c'est de là que part plein de rumeurs qui disaient un jour l'Impact ou le CF Montréal maintenant va jouer en CanPL comme Vancouver et Toronto parce qu'on a une première division au Canada. Ouais. Fait qu'il faut jouer la première division. Fait que si tu crées une ligue Canada, États-Unis, Mexique, tu t'en vas directement à l'encontre de ce règlement-là que t'as toi-même fixé. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire. Doc Mayou l'a dit. Là, remarque qu'en revanche, tu as une histoire de fusion Ligue belge puis Pays-Bas dans l'air. Je trouve ça weird, là. Mais encore là, est-ce que, tu sais, on va se le dire avec la pandémie financière. Moi, je me demande si la pandémie, je sais pas si c'était je connais pas la Ligue belge, je sais, là. Mais moi, j'ai l'impression que, tu sais, la pandémie a frappé fort en Europe. Hein. Moi, j'ai comme l'impression que financièrement, il y a des clubs des gros clubs doivent venir arracher plus qu'on le pense. Ils s'en vanteront pas. Oui, c'est sûr. C'est catastrophique. Au Mexique, il doit y avoir des clubs qui ont payé le prix de la pandémie aussi. Là. Peut-être pas un Tigres ou un América, mais des plus petits clubs, là, style Pachuca ou Tijuana, là, je connais plus ou moins la Ligue mexicaine, mais il me semble que c'est pas des gros... Ben, c'est des clubs connus, là, je veux dire, mais c'est pas les... c'est pas Club América, c'est pas Tigres, c'est pas... Fait que c'est ça. Et Gavino nous dit, parce qu'on parlait justement de remodeler un peu et de voir le niveau, LAFC a éliminé quand même 3 clubs de Liga MX. C'était à 15 minutes de battre Tigres. L'écart se resserre. Effectivement, l'écart se resserre, mais Gavino, sincèrement, l'écart se resserre États-Unis-Mexique.
Je suis pas sûr que le Canada va tirer, comme je disais, son épingle du jeu. Donc oui, ça se resserre, mais par contre, Canada, États-Unis, Mexique, j'ai de la misère à le voir. Je pense que Toronto sont dans une bonne passe présentement. Ils ont eu des années difficiles et très difficiles à Toronto. Là, nouvel entraîneur-chef, faudra voir qu'est-ce que ça va donner pour TFC. Est-ce qu'ils vont retrouver le sommet? Je le souhaite, mais je pense pas. Vancouver est encore dans un projet. Je pense que c'est une équipe qui va progresser énormément en 2021 au sein de la MLS. Mais je pense que le climat, la langue, l'argent canadien, tout ça va faire en sorte que ça va être difficile pour un marché canadien d'attirer des grosses vedettes. Puis si jamais on voulait faire un CanPL à 2 vitesses, où ce qu'on dit, on ramasse les équipes MLS, puis on met ça au premier niveau, ben le territoire est trop long pour le nombre de marchés qu'on peut mettre qui soient compétitifs. C'est sûr que si tu veux une CanPL qui va se battre contre la MLS, qui va se battre contre le Mexique, tu peux pas avoir comme Laval, Boucherville, Sherbrooke, Trois-Rivières. Tu sais, ça va être à peu près les mêmes équipes que dans la Ligue nationale de hockey. Ça va être sensiblement les mêmes marchés. Donc, est-ce que tu peux faire vivre un projet MLS avec ces équipes canadiennes-là, ces 6-7 marchés-là, et dire, nous autres, on se démarque des États-Unis, on se démarque du Mexique, et on réussit à enlever le plafond salarial pour attirer des gros joueurs européens ici. Et j'ai de la misère. J'ai de la misère à croire qu'on va être capable de faire ça, malheureusement. J'ai plein de commentaires, je suis en retard. Le nouveau format CCL, c'est à partir de 2023-2024, donc précision dans ce cas-ci. Pourquoi ils n'ont pas fait passer les gagnants 2019 hors de Williams? C'est exactement ce que moi j'entrevois, puis c'est ce que je pense. Je pense qu'Atlanta et Montréal auraient dû retourner tout simplement. Ça aurait été beaucoup plus simple, mais je comprends la problématique que ici, le championnat est entamé. Aux États-Unis, il ne l'était pas encore. Donc, il y a une divergence, mais je pense que si on va être conséquent, tu dois forcer Forge à déclarer forfait de cette compétition-là si tu veux laisser passer Toronto. Je pense que c'est ce qu'il faut, qu'il y aurait le plus de sérieux là-dedans, puis ça serait vraiment plate et vraiment dommage pour Forge. J. Ramy nous dit, en ce moment, est-ce que la CanPL est meilleure que la USL? Je veux juste en revenir tantôt. J'avais un commentaire de Gavino. En CanPL, on a des joueurs pros à 25 000 par année. C'est à peu près le salaire que tu peux trouver en USL 3. Donc, c'est clair. C'est clair que la USL 1 est en avance sur la CanPL présentement. Faut donner la chance aux coureurs. CanPL est une très jeune ligue. La USL, il ne faut pas oublier ça. Là, c'est une ligue qui est vieille. Puis non seulement tu as des clubs là-dedans comme les Rowdies de Tampa Bay, des vieux clubs qui ont une vieille tradition puis qui sont rodés. Là. Puis tu sais, bon, oui, des fois, les équipes, ça a été intermittent, ils sont revenus un peu comme les Whitecaps de Vancouver ou les à Portland, des fois. Mais tu as quand même, c'est des marchés qui ont de l'expérience dans le milieu et on va s'entendre, là, il y a beaucoup de destinations en USL qui sont peut-être plus attirantes que oui. Tu sais, il y a Saskatoon, là, entre Saskatoon et Tampa Bay, je sais pas, à moins que tu sois un fan de Slapshot, là, mais c'est non, c'est sûr. Et, tu sais, faut comprendre aussi qu'il y a la structure de soccer qui joue pour énormément. Ici, le problème, c'est qu'on joue du soccer, je vais l'appeler municipal, donc pour le club de ta région, jusqu'à temps que tu arrives au niveau secondaire. Et là, tu vas entrer. Si tu veux te développer dans le soccer, tu vas faire quoi? Tu vas entrer au sport-études. Donc, rendu là, tu vas aller évoluer collégial, tu vas aller évoluer universitaire. Et là, tu vas espérer te faire recruter par des académies. Tu vas faire des showcases. Tu vas faire... c'est à peu près le parcours typique d'un joueur québécois. Ça va être de prendre sport-études, peut-être CNHP pour certains, Centre national de haute performance. Donc, après ça, collégial, universitaire. Et là, tu espères te faire dépister sur Équipe Canada, Équipe Québec. Et ensuite de ça, être drafté par une équipe pro.
Aux États-Unis, il y a comme un championnat, si on veut, qui est parallèle au monde étudiant, ce qui fait que tu n'es pas obligé nécessairement d'aller à l'école pour jouer pro. Tandis que ici, si tu arrêtes secondaire 5 et tu décides de moi, l'école, c'est pas fait pour moi, je m'en vais en DEP, ben, il y a des bonnes chances, malheureusement, que même si tu es bien bon au soccer, il y a des bonnes chances que ta carrière à toi, elle arrête là. Parce que le développement, il se fait presque seulement au niveau scolaire, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc, déjà que le bassin est plus large, ben on ramasse plus de joueurs dans la structure. Le bassin est plus large, tu as des marchés, puis tu as de l'argent. Je donne toujours le même exemple. En 2008, quand je suis allé voir le Magic d'Orlando jouer contre les Celtics, il y a une affaire, j'étais en plein March Madness, là. Mais moi, ce qui m'a frappé à l'hôtel, là, j'ouvre la télé, là, et qu'est-ce qui était diffusé? Des matchs d'école secondaire. Et tu arrives dans le gymnase d'une école secondaire, tu as un estrade. Moi, pour avoir coaché dans le secondaire au niveau de la RSEQ, mais c'était au soccer, là. L'estrade, là, c'était un banc suédois. Oh, oui, en bois, là, avec les 2 pins sur le côté. Il y a bien des fois, il y a des écoles où on interdisait les spectateurs parce qu'il y avait du grabuge. Moi, il y a un match, je me souviens, mes élèves se sont fait brasser, là, à une école de Laval. Il y a des fois, les parents viennent pas. Puis, tu sais, je regarde, actuellement, moi, j'étais à Georges Vanier, OK, à Laval. Georges Vanier, en termes de sport-études, tant qu'à moi, c'est la coche, là. Puis, on a un semblant d'estrade. On a un gymnase qui est beaucoup plus gros que les autres écoles. Puis, on a une espèce je sais pas c'est quoi le terme, là, mais il y a un escalier, tu montes, puis il y a vraiment... Mezzanine. Il y a une mezzanine pour que les gens puissent s'asseoir. Mais tu sais, t'arrives après aux États-Unis, les gens, tu regardes la NBA, des gars, je pense, à Orlando, Dwight Howard, t'as des gars qui passent directement du secondaire à la NBA. Pourquoi? Parce qu'ils sont vus, parce qu'il y a de l'argent qui est investi, puis qu'ils sont développés. Ici, nous, à Vanier, on a une belle structure, là. Je veux pas vendre l'école, là, mais sport-études, Jean-Pascal, Maxime Tissot, on parle du Forge. Tissot, il est passé par nous, là. Tous les matins, quand je vais à mon bureau, là, je vois sa cohorte sur le mur finissant, je vois face à Tissot, là, OK? Dans le bloc sportif, il est là. On a une structure qui permet aux jeunes de poursuivre leur apprentissage secondaire. Moi, tous les jours, comme là, demain, mercredi, mon groupe, non, même pas mon groupe, mais j'ai un groupe jeudi en après-midi, j'ai 5 jeunes qui vont se lever. Là, notre horaire est bizarre, là, mais en après-midi, l'après-midi commence 11h30 là, à cause de la COVID, là. Mais je sais qu'à 12h55, j'en ai 3 qui vont se lever à la fin du premier cours, qui vont me dire, monsieur, je m'en vais à mon sport-études. Ils ont des entraînements virtuels, ils se lèvent, ils quittent l'école, ils vont à l'entraînement. J'ai un paquet de jeunes dans mes groupes qui sortent du soccer. Mais c'est pas toutes les écoles qui offrent ça. Non, c'est ça. Le programme scolaire. Nous, le jeune, comme c'est un module, ben, il part avec son module, il travaille de la maison. J'en ai un qui manque beaucoup pour le soccer, mais il est à jour dans ses apprentissages parce qu'il travaille de la maison. Mais cette structure-là, c'est le système ami à Vanier. Je suis pas en train de faire un infopub, mais. Non, mais c'est ça. Puis, non, pas ça. Tu sais, c'est encore une fois, puis je veux pas repartir ce débat-là, mais je n'ai parlé avec Arius dans le podcast. Encore une fois, c'est l'argent qui vient un peu dicter. C'est sûr que si tu veux profiter des installations comme Georges Vanier et un sport-études, soccer, ben faut que tu aies les moyens quand même de l'investir pour ton enfant. Bon, je te dirais qu'à Vanier, là, puis tu sais, j'ai été à Montmorency, moi, il y a les nomades, là. Puis écoute, les nomades, là, moi, je viens du basket quand j'étais jeune, là. J'aurais voulu aller voir les matchs des nomades. On savait jamais c'était quand. C'était après l'école. Même quand j'étais au secondaire, quand j'étais élève à Horizon Jeunesse, il y a une fois, je suis resté après l'école voir un match, c'était contre Curie-Labelle, parce que je connaissais quelqu'un qui m'avait dit que le match était là. Fait que j'étais allé voir, puis je connaissais des joueurs de Curie, puis des joueurs. Mais je savais même pas quand les matchs avaient lieu à Montmorency, des nomades, c'ti. Fait que imagine, tu sais. Et on se demande pourquoi qu'on développe pas, mais c'est parce qu'on peut-tu mettre des budgets dans les écoles secondaires. Puis imagine le jeune, il aime pas l'école, mais il sait que si, je m'excuse le langage, il se botte le cul à l'école, on va le laisser jouer le vendredi soir un match, qui va avoir une foule qui va l'applaudir. C'est drôle, il y en a une couple, je pense qu'on raccrocherait. Il fermerait le lien, oui. Puis je vais avancer parce que si on va me regarder, tu sais. Mais malheureusement, on n'a pas cette vision-là ici. Combien que tu as de jeunes, puis là, on s'écarte de plus en plus du sujet de départ, mais c'est pas grave. On tout le temps. Comment est-ce qu'on a de jeunes au Québec présentement qui sont étiquetés comme étant TDAH, que s'ils n'ont pas leur médication, ils ne se présentent pas à l'école, et que si on veut leur donner un accès au sport-études, ben ça, on dit, garde, t'es bien bon au soccer, là.
mais je regarde ton bulletin, c'est 70. En bas de 70, mais le jeune, là, il est pas capable de tenir sur une chaise. Il est là, puis il shake toute la journée. Puis c'est difficile, l'école. C'est difficile de garder 10 minutes, 15 minutes de concentration. Donc, une journée au complet, ils ont de la misère. Mais ces jeunes-là, ils font quoi souvent? Ben, ils vont décrocher. Mais ces jeunes-là, si on dirait, Rémi, juste comme tu disais exactement, regarde, le vendredi soir, là, fais ta semaine, là, puis le vendredi soir, on va te donner ton anane. Là. On va avoir du soccer parascolaire, puis tu vas venir brûler ton surplus d'énergie que tu as emmagasiné sur ta chaise toute la semaine. Ben, je pense qu'on va rechercher encore une fois des jeunes. De un, on les raccroche au système. Et de deux, c'est des jeunes qu'on perd présentement dans le bassin. Donc, c'est le fun d'avoir un CNHP, c'est le fun d'avoir des équipes Québec, mais en vrai, qui on évalue là-dedans, c'est les joueurs qu'on a les moyens d'envoyer là. C'est ça le problème. Je vais te donner un autre exemple. Puis là, c'est plus le prof qui va parler. Là. Écoute, nous autres, c'est des modules. Fait que le jeune, il y a un échéancier comme moi en éthique. Le module 3 pour mes secondaire 1, l'échéancier est vendredi. Okay. À cause de la COVID, j'en ai plein qui vont défoncer, qui vont être en retard. Mais moi, j'ai un petit bonhomme là présentement qui aime pas l'école, OK? Puis il en arrache. Mais le petit gars, là, moi, j'ai fait une entente avec comme prof conseiller. J'ai dit, écoute, remets tes trucs en retard, ça ne me dérange pas, mais remets-les. Tu sais, sur le coup, il y a du monde qui vont dire, ouais, mais tu l'encourages à être en retard. Sauf que le petit bonhomme, quand il me remet ses trucs, des fois, c'est une semaine en retard, ses attestes, je les vois. Ben, des fois, il y a des 80. Il n'y a pas eu un échec encore cette année, à part dans une matière pour une problématique que je ne parlerai pas ici, là. Non, c'est correct. C'est professionnel, mais le petit gars, il m'en met des notes de 80, des fois 90. Ah, il est en retard de 2 semaines. Sauf que, moi, comme j'ai dit au père, j'ai expliqué à mon directeur adjoint, puis j'ai été appuyé là-dessus, j'ai dit, écoute, oui, le jeune, il est en retard, mais j'aime mieux qu'il me remette une atteste à 80 en retard de 2 semaines, qu'il m'en remette à date, puis qu'il y ait 50%, qu'il se décourage, puis qu'il décroche. Mais ce petit bonhomme-là, s'il était dans une école régulière, comme j'étais avant, en secondaire 1, il serait déjà en train de décrocher. Mais parce que j'ai le luxe de pouvoir retarder l'échéancier un peu, tu sais, à Vanier, ça arrive des fois. Tu sais, il y a des élèves, par exemple, qui vont finir leur secondaire il y en a un qui a fini en 3 ans et demi, OK? Lui, au lieu d'aller sur la 4, t'es allé au cégep, OK? Mais il y en a beaucoup qui finissent en 4 ans au lieu de 5. Puis il y en a des fois qui je n'aimerais pas un grand nom sportif québécois qui est passé par Vanier, qui l'a fait en 6 ans, là, son secondaire, mais il l'a fait en 6 ans parce que le sport prenait tellement de place dans sa vie qu'on s'est dit, ben c'est peut-être mieux qu'il le fasse en 6 ans, puis il a réussi, là. Fait que des fois, c'est correct de dire, moi je pense qu'à un moment donné, le jeune, on veut qu'il obtienne son diplôme, mais si ça le sauve puis qu'il a son diplôme, ben tant qu'à moi qu'il le fasse en 6 ans, au moins il l'aura. Puis je pense que si on avait une vision comme je suis pas faux fan nécessairement pro-américain. Non, moi non plus. On avait une vision un peu plus ouverte de l'éducation. Puis moi, j'en vois des talents. Puis j'en ai vu un, là. Un jeune, je te le dis, lui, il aurait pu faire la MLS facilement, jeune. Il avait un talent fou, puis j'ai dit. Et malheureusement, il a fait des mauvais choix. Il s'est ramassé dans des gamiques. Il était à l'école, il s'est ramassé. Puis malheureusement, j'ai eu des échos qui s'étaient ramassés en dedans, là. Parce qu'il a échappé. Je sais pas, mais c'est exactement ce public-là, tantôt que je disais qu'aux États-Unis, on est capable, dans un système parallèle, d'aller les rechercher puis de les faire jouer au soccer. Puis souvent, c'est des joueurs qui, justement, ont un surplus d'énergie, sont vite, sont rapides, fait que il faut développer ces joueurs-là, puis il faut les raccrocher au système sportif. Il faut trouver une méthode, puis au Québec, malheureusement, on ne l'a pas trouvé encore. Gavino, en terminant, nous dit « Plusieurs marchés de la USL sont maintenant en MLS. On pense à Cincinnati, Nashville et Sacramento, le projet est sur la glace, on le sait pour Sacramento, après le retrait de son principal investisseur. Mais c'est des marchés, justement, qui sont bouillants, qui sont vivants et qui peuvent amener énormément à la contribution du soccer. Puis, tantôt, on parlait de bassin agrandi. Ben, voyez-vous, c'est un peu ça. Ici, on est encore à se demander si un club de CPL à Montréal va tuer la formation MLS, va tuer le CF Montréal. Donc, aux États-Unis, on est moyen de le faire. On est moyen d'avoir des équipes USL et des marchés, des équipes. Il y a même des bassins comme New York où on est capable d'avoir 2 équipes, ou LA où on est capable d'avoir 2 équipes. Je suis pas sûr qu'au Québec, même si ça serait Québec-Montréal, je suis pas sûr qu'on est capable d'avoir 2 marchés MLS vivants.
Je pense qu'il faut une équipe pour la province, en tout cas pour l'instant, c'est bien suffisant. À moins que ça changerait. Dans la Ligue nationale de hockey, tu n'es pas capable d'avoir 2 clubs en MLS. Je m'excuse. Ben, moi, je pense que non. Ça, c'est sûr que l'histoire des contrats télé, ça marche plus maintenant parce que c'est par Internet, One Soccer puis DAZN. Moi, d'après moi, c'est une question de temps avant qu'MLS tire la plug, puis qu'il y ait... J'en parlais cette semaine, mais je pense que c'est sûr que présentement, la MLS s'en met plein les poches avec les contrats de publicité télé. On pense qu'il va y avoir une progression dans le prochain, mais on le voit présentement en Europe, là, où c'est très, très, très compliqué avec Mediapro et tout ça. Donc, je suis pas sûr que dans l'avenir, on va pas se pencher sur une plateforme propre à la MLS. La MLS va avoir son propre DAZN, son propre Bein Sports ou One Soccer. Exactement. Et CanPL qui passe par One Soccer. Bref, je me demande si ça va pas finir comme ça en MLS. Puis, on le voit, on voit le recul des chaînes comme TVA Sport, on voit le recul des chaînes comme RDS. Mais tu sais pourquoi ça va arriver aussi? Regarde au niveau de l'image des clubs. Il y a 6 clubs en Premier League, Gavino, mais si tu rajoutes la 2e division, il y en a plus que ça. Oh, yeah. Puis on le voit avec l'Impact, puis Philosophe, puis probablement Gavino aussi pourrait t'en parler. Les gros clubs professionnels maintenant contrôlent tout. Tu regarde au hockey quand un joueur se blessure au haut du corps, arrête blessure au haut du corre, il a ça à pas que ça gorge, je pense qu'on ne l'a pas vu. Ils veulent tout contrôler. Puis le CF Montréal, je l'ai dit, est rendu tu remarques, là, au niveau, là, ils contrôlent les affaires. De plus en plus, les clubs contrôlent l'information. Quand tu as ta plateforme, comme One Soccer, à un moment donné, tu peux quasiment arriver et dire, oui, tu vas laisser passer des journalistes arriver. Mais, tu sais, des fois, ça se passe mal. Tu sais, Philosophe, l'histoire du Stade Saputo en 2012, il a été barré pendant un bout, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu as tout le contrôle des plateformes, puis mais ça, c'est le même partout dans la société. Ben oui, ça s'en vient de même. Puis là, tu sais, le CF Montréal fera pas exception à ça. J'ai une relation de plus en plus proche avec l'équipe de com au niveau du CF Montréal, mais clairement, je les regarde aller, puis c'est sûr qu'on s'en va par là. Tu sais, on est rendu qu'on présente les points de presse en podcast, on a leur propre podcast, ils mettent les entraînements, tu sais, ils sont en train de monter leur plateforme. Pourquoi tu penses? Ben, leur chaîne média, depuis une couple d'années, il y avait Impact Média, là, il y avait leur chaîne médiatique. Exactement, là, c'est rendu comme le collectif CFM qui ramasse tout ça, où ce que tu peux t'abonner. Et tu sais, c'est sûr qu'ils vont produire de plus en plus de contenu, puis éventuellement, ben, qu'il y a une certaine migration ou qu'on donne une latitude aux formations pour pouvoir profiter de certaines redevances en égard à ça, ben, CF Montréal va être bien placé à ce moment-là pour le faire, puis tu sais, ils savent que l'avenir est là, ça c'est définitif. Je pense que malgré tous les reproches qu'on peut leur faire, ils savent compter. Fait que ça, c'est certain. 6 clubs à Londres en première division, il y a d'autres dans les divisions inférieures, donc c'est exactement le commentaire que Rémi faisait, exactement, mais c'est quand même 6 clubs de premier plan, comme disait Gavino, qui jouent à Londres, ce qu'on serait pas capable d'avoir ici comme réalité. Tu sais, on a 6 clubs canadiens. On a déjà eu 3 clubs de la Ligue nationale, hein? Les Maroons, les Canadiens, les Wanderers. Mais les Wanderers, je pense qu'ils n'avaient pas joué un match. L'amphithéâtre avait brûlé. Ouais, c'est ça. 1916, là. C'est ça, on était loin, mais tu sais, c'est ça. Le soccer n'est pas rendu à ce niveau-là encore au Canada, ben du moins pas au Québec, et le Canada non plus, je pense. De toute façon, on est encore pris là-dessus. Si Canada Soccer annonce que le gagnant Forge TFC passe en finale de la Coupe des Voyageurs 2021, Forge TFC, c'est le match qui va déclarer le gagnant de la Coupe des Voyageurs 2020. Donc, faudra voir, là, mais on va terminer là-dessus, mais la situation, elle est ridicule. Donc, tu peux pas déclarer le gagnant avant le match puis faire jouer le match pareil. Fait que moi, je pense qu'il y avait 2 choix et je l'avais clairement dit. TFC sont pognés avec la COVID. T'as pas le choix, ils déclarent forfait. Forge sont pas prêts. Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils déclarent forfait. Si les 2 déclarent forfait, il n'y a pas de gagnant. Le gagnant légitime, c'est qui? C'est CF Montréal qui était là. Du côté des États-Unis, on l'a bien compris, on l'avait vu venir, on s'est préparé. Donc, c'est Atlanta qui y va. Je pense qu'ici, ça devrait être Montréal. Ça fait le tour
Hey, merci à toi, Rémi, sans farce. Ça fait longtemps. Ça faisait. Je le dis à chaque fois, là, mais c'est vraiment impressionnant ce que tu montres. Là, on s'en vient pas pire. On va avoir l'air d'être tout croche à ton show. Là. Attention, la crise soit là. Excellent. Hey, merci à toi, Rémi. Bye, man. Bye. C'était Rémi, donc, qui était là avec moi ce soir. Alors, tu sais, encore un gros podcast, je pense, encore une grosse chose. Demain, c'est Arius qui est là avec moi. Et on a Coach Willy de, bien sûr, l'Académie de l'Impact, l'Académie du CF Montréal. Soyez là avec nous. On se parle de futsal, par exemple. On parlera pas de... C'est pas en lien du tout avec le CF Montréal, mais Coach Willy sera avec nous demain dans le podcast. Donc, c'est à ne pas manquer. Tout un personnage et je pense que vous allez avoir bien du fun demain. Donc, si vous écoutez cette édition du podcast BBN avec Jeff et Arius. Salut tout le monde. Merci à tous d'avoir été là. Vous avez été nombreux à intervenir dans les commentaires. Ça me fait chaud au cœur. Merci. Bonne fin de soirée.